étudiants de première année de BTS audiovisuel qui sont dans 5 options différentes, en images, en son, en montage, en exploitation et en gestion de production. Donc ce serait intéressant de savoir par où eux sont dans un BTS audiovisuel. Vous avez des parcours très divers. Expliquez comment professionnellement vous en êtes arrivé là où vous êtes. Alors je ne sais pas qui veut commencer. Bonjour, donc comme a dit Patrice, j'ai fait un BTS audiovisuel option image en 94 je crois. Le parcours après il a été assez classique. Vous étiez pas né? Le parcours après il a été assez classique, j'ai commencé, je suis allé à Paris directement comme caméraman, assistant chef opérateur un petit peu aussi. Assez rapidement je suis passé au montage, cadreur, monteur, naturellement on passe à la réalisation. Voilà, et au bout de 15 ans de pige à Paris, il y a un moment où on a un peu envie de retrouver, je parle pour mon cas, ce ne sera peut-être pas le cas pour vous, mais on a un peu envie de retrouver le verre de la campagne. TV Vendée se crée à ce moment-là, je fais la demande, je suis pris. Beaucoup. Et après 15 ans de pige, c'est vraiment une autre planète, quoi, la télé locale par rapport à la télé nationale à Paris, et c'est une super expérience. Voilà. Développera tout ça. Et actuellement, ton poste Et actuellement, je suis rentré à TV Vendée comme réalisateur, et là maintenant, je suis directeur artistique et réalisateur, et responsable de l'équipe technique. Ça fait aussi partie des joies des télés locales, c'est qu'il faut être multicarte, et chez nous, par exemple, la personne qui fait la météo, c'est aussi la personne qui est à l'accueil. Voilà, pour vous donner un exemple, voilà, ça c'est local. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas professionnel. C'est toute l'ambiguïté du local. Ouais, c'est toute sa complexité aussi. C'est ça. Bonjour. Donc, moi, j'ai un parcours un petit peu différent, c'est-à-dire que j'ai commencé par une école de commerce, donc effectivement rien à voir avec ce qui vous concerne aujourd'hui. Et ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur du son à Rennes, une école un peu connue. J'ai entendu par là. Et puis, avec 3 amis, on a monté Pulseo il y a 6 ans maintenant. 6 mois après avoir fini nos études audiovisuelles, nous 3, nous avons lancé ce projet, nous sommes jetés à l'eau. Donc sans forcément d'expérience dans le milieu professionnel d'une entreprise auparavant. Donc, on a lancé cette télévision locale, une boîte de production avant cette télévision locale, qui réalisait du film publicitaire, du film spectacle vivant, captation de spectacle. Et puis 1 an après, on a lancé ce média local uniquement sur Internet, je pense qu'on va développer tout à l'heure. Donc voilà, parcours un peu commerce, mais aussi audiovisuel, disons que je comprends ce qui se fait. Alors, bonjour. Donc moi, j'ai un peu la même formation que Jeff à la base. Je suis à la base donc technicien, cadreur, monteur. Et alors moi j'ai fait Ciné Créatis, j'imagine pas mal qui connaissent. Ben oui, c'est ça, ouais. À la suite de ma formation, moi je suis parti pendant, et c'est ça en fait je pense qui a été le déclenchement vers la création de la Web TV. Je suis parti pendant 1 an, un an et demi en Amérique du Sud, un projet associatif. C'est le moment où généralement quand on arrête les études, on se dit bon bah soit je pars sur du professionnel directement dans une boîte, ou alors puisqu'on n'a pas d'engagement, ben, on part dans un projet. Donc voilà, moi c'était ça. Alors effectivement, moi j'ai une expérience comme ça, bah, forcément ça perturbe un peu, ça chamboule, c'est une expérience assez riche parce que c'était un projet de solidarité internationale, donc on rencontre des gens assez forts, et du coup je me suis posé la question de comment, moi mon métier, ce que je sais faire c'est l'audiovisuel, comment le rendre, comment me rendre utile à travers ça en fait, qu'est-ce que je cherche à faire à travers mon métier. Donc ça a été un parcours assez long, je pense qu'on y reviendra, mais donc du coup c'est à partir de là que j'ai commencé à réfléchir. Ça a pris quelques années. J'ai fait de la formation avec des jeunes, j'ai fait pas mal de captation, d'institutionnels aussi, donc il a fallu chercher assez longtemps, et puis après est arrivée cette idée de Web TV, et donc moi c'est un peu sur la même formule que Pulseo, donc il y a un côté production audiovisuelle,
et donc et diffusion. Donc moi c'est la diffusion de création audiovisuelle, création de fiction pour valoriser la création audiovisuelle locale. Voilà. On va faire tourner les micros. Alors n'hésitez pas non plus à poser des questions quand vous en avez envie. Alors bon, là on a parlé de trois entreprises qui sont très différentes finalement les unes des autres, même si Pulseo et puis Camino Productions œuvrent sur le web. Peut-être que ce serait bien de préciser un peu comment elles fonctionnent, qui elles sont, quelle structure elles peuvent avoir, aussi bien en nombre de personnes qu'en termes de production. Ça représente combien d'heures ou quel volume de production ça représente, sur quel modèle aussi ça fonctionne, parce que voilà, on est aussi dans une économie, il faut bien manger aussi. Comment est-ce que ça fonctionne tout ça? C'est pas très simple, je sais, mais comment est-ce que ça fonctionne? Moi j'en continue, mais tu me diras si je me trompe, Jean-Noël, mais a priori c'est la même manière. Moi en tout cas, toi quand tu as commencé, mais moi c'est vraiment mon activité économique, c'est l'institutionnel, donc c'est des prestations pour entreprises, collectivités, particuliers, et c'est ça qui va me nourrir, qui va commencer à financer cette web télé qui pour moi, puisque c'est une envie vraiment personnelle, cette web TV, j'essaie pour l'instant de ne pas en tirer de bénéfices. Pour l'instant, je ne monétise pas du tout cette action-là. C'est-à-dire c'est un tout petit peu plus précis. Un tout petit peu plus précis, c'est-à-dire que en termes de salariés, tu es le seul, il y en a d'autres. Tu dis j'en tire pas de bénéfices, mais par rapport à tes revenus, comment est-ce que ça fonctionne? Ou est-ce que tu réinvestis tout dans ta structure? Alors moi c'est vraiment la création, donc c'est vraiment le début, donc il va y avoir beaucoup de changements, etc. Mais effectivement moi je suis tout seul, donc ça fait beaucoup de choses à régler. Déjà moi ça va être la majeure partie du temps, c'est pour moi de trouver des clients pour mon côté institutionnel. Donc peut-être qu'à la suite, Jean-Noël me donnera des idées pour monétiser un petit peu la web TV, mais non, pour l'instant, moi, c'est juste une histoire de ramener peut-être un peu de trafic. C'est sur mon site internet, mais ça va être la seule chose que je peux en retirer pour l'instant. Ouais. Alors c'est vrai que nous c'est un peu différent. On a commencé donc avec cette, comme je disais, avec cette société de production de films publicitaires, et donc ça a permis justement un an après de lancer cette télévision locale. Donc pour expliquer, on est 4 aujourd'hui à travailler, à vivre de cette activité depuis 6 ans. On a 2 réalisateurs, un webmaster et puis moi qui fais un petit peu tout ça en transversal avec la communication en plus. Donc initialement, si vous voulez, c'est la société de production de films publicitaires qui a permis d'attendre que l'audience arrive sur Pulseo et pour pouvoir imaginer aujourd'hui le monétiser. Ça met du temps, ce n'est pas encore effectif, c'est très long sur le web. Et ce qui permet aujourd'hui, avant c'était 90% la boîte de prod et 10% la télévision locale, et encore je pense que je prends un peu large, mais maintenant ça tend à s'équilibrer. Aujourd'hui le modèle économique tend vraiment pour que ce soit uniquement la télévision locale sur le web qui génère l'essentiel du chiffre d'affaires, donc c'est une différence notable en 6 ans, parce qu'on était loin d'imaginer au démarrage. Et j'aimerais juste aussi insister sur quelque chose, c'est qu'on a évidemment beaucoup de stagiaires qui passent chez nous, et je remarque une chose dans les personnes qui sont dans la réalisation, montage, cadrage, etc., qu'il y a un manque de connaissance du web en fait en général. Ils sont très formés sur la télévision, le cinéma, sur le spectacle, mais sur le web du tout. Et je pense qu'à terme, déjà, même ne serait-ce qu'une structure qui n'est pas 100% web, elle a forcément une activité en parallèle qui est sur Internet. Et travailler un média vidéo ou son à une finalité web, c'est pas tout à fait la même chose. Et je pense que, ça c'est pour vous, se former sur ce que c'est que le web, comment ça marche le web, parce que c'est une logique vraiment différente des logiques audiovisuelles traditionnelles. Et donc ça, nous, on l'a appris au fur et à mesure, c'est le réflexe qu'on a pour le monétiser, c'est on va mettre de la publicité. C'était ce qui nous vient à l'esprit en premier. Parce qu'on a toujours ces mécanismes, ces automatismes de la presse traditionnelle, quand je dis la presse, c'est en général, la presse traditionnelle met de la publicité. Mais sur Internet, ça ne marche pas du tout comme ça.
ça va beaucoup plus loin. Alors je ne vais pas non plus développer aujourd'hui sur comment ça fonctionne, mais l'idée aujourd'hui c'est de la publicité, mais un petit peu différente, c'est-à-dire que ce sont les annonceurs eux-mêmes qui gèrent leur publicité. Une régie interne à PulseSeo qui leur permet de travailler leur campagne publicitaire comme peut le faire Google aujourd'hui. Loin de moi de comparer avec Google, mais c'est un peu prendre cette logique-là d'autonomie. On vend du public reportage. On travaille avec des grands comptes chez nous, c'est tout ce qui est collectivité, champs consulaires, fédérations, qui à l'année passent commande d'un certain nombre de reportages. C'est ce qu'on appelle du public reportage, ça existe dans la presse écrite aussi, hein. C'est un reportage qui a été financé, tout simplement. Donc ça représente 250 reportages par an nouveaux qui sont créés. Donc on a un peu plus de 1300 aujourd'hui disponibles sur PulseSeo. Et on va dire un reportage sur deux est financé aujourd'hui, soit en public reportage, soit par la publicité. Donc voilà un peu comment on fonctionne. On est 4 personnes, donc des personnes qui vont chercher des clients, des personnes qui vont réaliser des sujets. Mais aujourd'hui, voilà, ça nous permet, nous, à nos productions parfois, mais c'est pas du tout le but principal, de pouvoir proposer un espace de diffusion à nos productions, et aujourd'hui c'est très important. Mais après, je pense qu'on va parler de la télévision traditionnelle. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, Jean-Noël, en ajoutant une chose que tu n'as pas évoquée, c'est que vous associez aussi les auditeurs à cette production, puisque vous développez... Toi, tu allais voir PulseSeo, non? Je vais voir PulseSeo depuis le début, pas tous les jours, je te disais, mais assez régulièrement, parce que c'est un modèle aussi intéressant, l'abonnement à l'année. Alors ça, c'est vrai que c'est justement, il a fallu se poser la question. Alors on se pose toujours la question, mais je pense qu'on se la posera encore dans 10 ans, parce que c'est ça aussi le web, c'est qu'il faut se remettre en question tous les jours. C'est la particularité du web, c'est que ce sont les spectateurs, les auditeurs qui décident. À la télévision, on vous impose un choix de programmation. Vous n'avez pas le choix. Si vous arrivez à 18h32 et que c'est terminé à 30, vous n'avez plus rien. Sur Internet, ce sont les spectateurs qui décident. Et ça, c'est la logique fondamentale du web. Ce n'est pas vous qui décidez, c'est les gens qui regardent. Donc à partir du moment où on a pris en considération et compris cela, on a décidé d'adapter notre métier au fonctionnement du web. C'est-à-dire qu'on chaque mois, on propose aux spectateurs différentes thématiques, des sujets. C'est eux qui choisissent le sujet qu'on va faire. Une fois qu'ils ont choisi le sujet, on leur dit qu'est-ce que vous voulez savoir sur ce sujet, qui c'est que vous verriez l'intervenant, qu'est-ce que vous aimeriez poser comme question aux intervenants. Et une fois qu'on travaille ce documentaire, qu'il est travaillé avec eux, on fait ce qu'ils demandent en fait. On le fait et on le diffuse. Ce qui fait qu'ils ont vraiment cette idée de s'approprier le sujet. Ils ont l'impression, c'est pas qu'une impression, parce que c'est le cas. Je me fais peur. Non, il y a des bonnes idées à prendre. Attention, ça c'est perso, ça nous. Et donc l'idée après, c'est ils regardent le sujet qu'ils ont. Et donc sur le sujet, dans le générique évidemment, c'est travailler en collaboration avec les spectateurs. Et ça change mais absolument tout. C'est-à-dire que, imaginez-vous, vous regardez une chaîne de télévision et on vous dit qu'est-ce que vous voulez voir? Ça? Ok. Et qu'est-ce que vous voulez voir dedans? Et qui c'est que vous verriez? Et en fait, on leur fait un rapport de vote avec, voilà, vous avez choisi ça et on le fait. Et parfois, ça va à l'encontre même de ce qu'on voulait nous faire. Mais ça nous a pas, c'est pas grave ça. On n'impose rien maintenant, c'est eux qui décident. C'est une sorte de canal citoyen. Oui, voilà, c'est un documentaire participatif, même si ce mot maintenant est un peu galvaudé, mais on va dire ça comme ça fait bien, c'est très tendance, ça participatif. Alors, je sais pas, peut-être... Si ça va, non, je vais prendre le micro parce que sinon ça passe peut-être pas là-dedans, effectivement, oui. Merci. Et donc, alors pour relancer la question donc, à Jean-Frédéric, donc un modèle totalement différent avec TV Vendée, en télé locale, alors sans refaire forcément toute l'histoire et tout ça, mais comment est-ce que tu réagis par rapport à ça? Du coup, nous on a un fonctionnement et un modèle économique qui est beaucoup plus classique que ce qu'on vient d'entendre. Le TV Vendée, c'est une SEM, c'est-à-dire que c'est une société d'économie mixte. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de l'argent qui vient du Conseil général, l'argent public, et de l'argent privé de gros actionnaires, en l'occurrence des Sodebo, des AMP, des crédits mutuels, j'en passe et des meilleurs. Contrairement aux deux boîtes qu'on vient d'entendre, TV Vendée, il y a 30 personnes. Pour faire tourner une chaîne locale, c'est finalement pas énorme. 30 personnes, c'est 12, alors je vais reprendre mes notes, c'est 11, on va dire une douzaine de journalistes qui sont JRI, des journalistes reporters d'images, qui partent tout seuls sur le terrain, à la différence de France 3 ou de France Télévisions, qui partent avec des équipes de 2 ou 3 encore. C'est une dizaine de personnes à la technique,
des monteurs, des infographistes, un ingé son et compagnie. C'est 5 personnes à l'administration. En tout, voilà, ça fait une trentaine d'employés, en CDI, la plupart, enfin, tous en CDI. Le chiffre d'affaires, pas le chiffre d'affaires, mais le budget global sur l'année, c'est environ 2,5 millions d'euros. Ce qui est bien. Pour une chaîne locale, faut pas, enfin, c'est une volonté du Conseil Général quand même de mettre cette chaîne en place il y a 5 ans maintenant. C'est le Conseil Général qui a impulsé ça et qui a mis un gros budget au début, histoire d'avoir une chaîne locale qui soit digne de ce nom. En face, vous vous souvenez probablement de Canal 15, malheureusement ils sont plus là, le modèle économique n'était pas le même. Voilà, le jour où la TNT est arrivée, TV Vendée, le Conseil Général ils ont mis les moyens pour qu'on puisse assumer les frais de TNT. Là, Canal 15, ça a signé leur arrêt de mort, ils n'avaient pas les moyens de suivre en termes de diffusion. Au tout début, semble-t-il, vous étiez en partage de fréquence Au début, on était en partage de fréquence, ouais. Et il y a eu un moment où il a fallu payer chacun sa fréquence, chacun son pylône. Le modèle économique de Canal 15 a fait que la Roche-sur-Yon n'a pas suivi, quoi. Ce qui est dommage, parce qu'une chaîne, surtout entre guillemets, je ne vais pas dire politiquement, mais voilà, il y a une chaîne de droite, une chaîne de gauche, c'est toujours bon qu'il y ait les deux. Aujourd'hui, malheureusement, on est tout seul. C'est pas forcément une bonne chose. Dans tous les cas, c'était intéressant, parce qu'en termes d'émulation, au niveau local, c'était profitable, je pense. Bah oui, c'était intéressant, puis il y avait des sujets qui étaient traités sur Canal 15 qui ne l'étaient pas sur TV Vendée, et réciproquement. Et en termes d'auditoire, parce que là, on parle de la structure économique de TV Vendée, avec Camino et Pulseo, on était sur le web, mais TV Vendée est aussi, et pas seulement sur le numérique ardien, il est aussi ailleurs. Bah, on est aussi beaucoup regardé sur Internet. Tous nos programmes sont systématiquement intégrés au site web. On a des chiffres d'écoute qui font qu'on se rend compte que les gens regardent beaucoup sur Internet. On fait appel à une société qui s'appelle Wisdeo aussi, qui prend systématiquement tous nos programmes et qui les place sur Dailymotion et YouTube. C'est pareil, on se rend compte que les chiffres sont juste assez énormes, quoi. On a regardé cette semaine. Sur 5 ans, on est à 3 millions de vues à peu près, quoi. Sur 5 années, sur tout programme confondu sur la chaîne TV Vendée. Ça nous a un peu oui, un petit peu, ça nous a étonné quand même. Même chose, depuis 2 ans, on est sur les réseaux sociaux. On a, que je dise pas de bêtises, on a en gros 5000 personnes en tout qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Sur la Vendée, moi, ça me semble pas énorme aujourd'hui. Ça demande à évoluer, mais voilà, c'est des chiffres encourageants. Et aussi sur les box, je crois. Et bien sûr, après, on est diffusé, oui, par la TNT classique hertzienne, mais sur les box SFR, Orange, Free, Bouygues est en cours. On essaye d'être vu le plus largement possible. C'est une chaîne vendéenne. Nous, on a envie que chaque Vendéen puisse voir TV Vendée où qu'il habite, quoi. Enfin, c'est important. Alors, il y a d'autres Télénantes n'est pas là, mais il y a d'autres chaînes qui ne sont pas là, je veux dire, en local ou en régional, c'est par exemple France 3. Alors, je ne sais pas si pour vous, Camino ou Pulseo, c'est un objet de référence, de comparaison, ou auquel vous pensez, ou alors vous êtes complètement ailleurs, et TV Vendée après, on verra comment se passe la parole, mais comment est-ce qu'on se place par rapport aux autres chaînes qui ont des créneaux qui peuvent être un peu semblables. Finalement, quelle est la particularité d'être finalement très local? Qu'est-ce que ça amène comme contrainte et aussi comme opportunité? Alors pour moi, pour l'instant, ça n'amène aucune contrainte, parce que même si on est sur Internet, on s'adresse vraiment à une audience extrêmement locale, ce qu'on appelle une télévision hyper locale. C'est un peu le paradoxe, quoi. Mais sur des chaînes comme Télé Nantes ou France 3, je vais plutôt parler de Télé Nantes, même s'ils ne sont pas là, mais parce que c'est une structure avec qui on a déjà commencé à entamer des discussions de collaboration, pourquoi pas. Donc c'est plutôt positif dans le sens où Télé Nantes couvre un territoire géographique extrêmement vaste. Et puis c'est tout à fait possible qu'il y ait des collaborations dans le fait qu'on puisse réaliser des sujets, nous, parce qu'on est à l'extrême opposé de la Loire-Atlantique, et ce qui leur éviterait de se déplacer forcément un petit peu loin, et qu'on puisse faire des sujets pour Télé Nantes et ensuite leur envoyer les sujets, ce qui leur éviterait de se déplacer. Donc ce serait plus dans ce genre de collaboration.
mais c'est en aucun cas une menace, même si à Châteaubriand on capte Télé Nantes. C'est pas du tout la même chose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de s'adresser à des gens sur 40 km à la ronde, et à partir d'un moment où on arrive à une commune qui n'est plus concernée par notre audience, parce que c'est un peu trop loin. Donc c'est vraiment des choses complémentaires. Ça n'a, à aucun moment on se dit on est concurrents du tout, quoi. Et ça pourrait même aller jusqu'à une collaboration sur des programmes, sur des contenus, pour la coproduction sur des sujets. Le château de Châteaubriand appartient au conseil général, ça pourrait être diffusé sur Télé Nantes, c'est tout à fait envisageable. Donc c'est alors France 3 c'est autre chose, c'est notre logique, c'est beaucoup plus costaud, mais on ne s'adresse pas du tout, moi je dirais qu'on est un France 3 sur 40 km à la ronde, quoi. C'est vraiment ça, les gens qui regardent France 3 ou le CO localement, ils ne cherchent pas du tout la même chose. Nous on va s'intéresser à un fait dans une commune de 300 habitants, pour que France 3 se déplace, il faut qu'il y ait 15 morts, quoi. C'est un peu ça. Donc par contre nous ça nous concerne, ce territoire-là. Et personne ne s'intéresse à une commune de 300 habitants. Enfin, pour être honnête, personne. Donc c'est ça que les gens attendent en regardant, c'est qu'ils savent très bien qu'on va s'intéresser à des communes qui les touchent personnellement. Donc collaboration, pas du tout concurrence. C'est vrai, chez Camino, dans le futur, ou maintenant déjà disons que moi je vise pas du tout le même contenu en fait. Donc encore une fois, du coup je suis plutôt d'accord avec Jean-Noël. France 3, Télé Nantes, Pulséo, Télé Vendée, j'imagine aussi beaucoup. C'est vraiment de l'actu, quoi. C'est beaucoup basé sur du reportage. Enfin, je sais pas. Petite nuance, on va dire ça. Ouais. Je dis en manière générale, moi je vise pas du tout la même chose, puisque c'est vraiment de la création vidéo, donc ça va être plus de fiction, plus peut-être de clips, de groupes locaux, donc c'est une autre production, et au final ça joue pas du tout à la concurrence, quoi. Et moi l'idée c'est vraiment de fédérer un peu les producteurs, les vidéastes locaux, pour mettre en avant leur création. C'est eux qui produisent le contenu pour moi en fait, enfin pour la web TV. Donc là c'est plus donc tu te positionnes plus en termes en situation de diffuseur que de producteur. C'est exactement ça, ouais. Moi, mon activité de production, c'est vraiment sur l'institutionnel. Il y a une barrière, quoi. Pour la diffusion pour mon côté de diffuseur, c'est plus une activité de fédératrice, en fait. Fédératrice, je vais aller voir le BTS de Montaigu, Ciné Creatis, les associations qui produisent de la vidéo. Mais on n'est pas sur le même créneau. Et donc je pense du coup pas forcément sur le même public. C'est un petit peu un public d'initiés aussi. C'est les gens qui vont se demander comment est-ce qu'on fait pour aller visionner un court-métrage. C'est un peu délicat en fait. Il suffit d'aller sur YouTube, il faut toujours un petit peu fouiller, un petit peu chercher. Donc là c'est le filtre à l'entrée, c'est ça, c'est de la fiction locale. Donc on sait déjà là ce qu'on va trouver à la base. Donc c'est pas la même démarche. Et juste comme ça une question, après en termes de droit, je voudrais des choses auxquelles d'avancer ou... Tout ça c'est à partir du moment où on commence à diffuser, moi c'est clair et net, je demande à chacun d'accepter la règle du jeu. De toute façon il y a un filtre aussi, c'est moi qui valide ce qui passe sur la chaîne. Donc aux gens de prendre leurs responsabilités. J'ai pris les mesures nécessaires sur le site. C'est pas moi que ça engage, c'est bien le contributeur qui doit avoir tous les droits sur son... D'accord. Je me réserve le droit de modérer. Il a réglé tous les problèmes de droit à l'image, mais je pensais ensuite en termes peut-être de rémunération de la diffusion. Donc pour l'instant, c'est un modèle qui fonctionne dans une économie gratuite. Oui. Ce côté-là, oui. Ouais, c'est complètement gratuit. Ce que je vise, c'est les vidéastes qui ont que deux possibilités de diffuser leur contenu, soit leur site personnel, mais du coup il faut avoir un réseau énorme, et du coup ça prend du temps de le mettre en place, ou alors les gros sites de streaming, YouTube, Dailymotion, et puis là il y en a tellement que du coup ça devient difficile de... Voilà. C'est franchement différent, parce que pour le coup, en face, directement, au bout de la zapette, on a France 3, on passe de France 3 à TV Vendée, à Canal, comme ça.
Moi, c'était une envie au début, enfin, c'était une grosse envie au début de la chaîne, à la création. Je voulais pas que les gens, en atterrissant sur TV Vendée, sentent le local tout de suite. Je pense que les téléspectateurs, aujourd'hui, ils font vite la différence entre du national et du mauvais local, ou du local laid, entre guillemets. Donc on a mis un peu le paquet là-dessus, dès le début. Il y a 2 infographistes dans la chaîne, c'est beaucoup pour une chaîne locale. Et c'était aussi pour... c'est pas un cache-misère, mais un petit peu quand même. C'est de l'infographie, c'est de l'habillage. Faut que ça claque, faut que ça ressemble à du national, quoi. Ça, c'était une chose importante. Et la deuxième, c'est quand on a attaqué la grille de programmation. Là, on s'est franchement calé sur le local parce qu'on s'est dit 19h30, les Vendéens, bah, ils zappent, ils vont sur France 3 et ils regardent le journal local. Donc nous, en l'occurrence, notre prime time, il commence à 18h30. Le frais du jour, en l'occurrence, on fait 3 heures d'émission fraîche par jour, pardon. Notre prime time, il commence à 18h30. On sait que c'est à ce moment-là qu'on peut toucher le plus de gens possible, ou en tout cas, c'est à ce moment-là qu'il y a le moins de téléspectateurs qui sont sur France 3 ou sur les chaînes locales, ou sur les chaînes nationales, pardon. Donc nous, on s'est vraiment dit, bon, mais qui est en face de nous, comment on fait pour capter quand même le téléspectateur vendéen. Voilà. Et peut-être pour continuer, mais pour rebondir non plus sur la structure de la grille et comment elle est positionnée en termes d'horaire, mais dans son contenu. Donc on voit bien, par exemple, avec Pulseo, comment l'hyper-local, finalement, c'est quelque chose qui est intéressant, mais comment ça se positionne à TV Vendée au niveau des projets d'émission, au niveau des contenus, du ton, etc. Bah, nous, c'est un peu c'est assez classique. Les choses les plus regardées sur la chaîne, c'est en 1, le JT, en 2, l'émission de sport, et tous les lundis soirs en direct. Ça, c'est les 2 gros cartons de la chaîne, je dirais. Après, les gens aiment beaucoup les magazines qu'on fait. Alors, on a un public assez âgé, ou je dirais plutôt pas très jeune. On a un public qui va de 30 à 70 ans. Donc, la ligne éditoriale de la chaîne est... Alors, est-ce que l'un vient de l'autre? Je ne sais pas si c'est la ligne éditoriale de la chaîne qui a fait qu'on a ce public, ou c'est ce public-là qui vient nous regarder. On a des programmes qui s'adressent à des gens, pas très âgés, mais des adultes. C'est-à-dire qu'on a des émissions sur le patrimoine. C'est pas, voilà, on n'est pas M6 TV, on n'est pas Énergie 12. Voilà, on fait du sérieux, entre guillemets, même si c'est pas tout à fait vrai. Justement, on a des émissions, on a une émission en ce moment, je pense à Destine-moi un métier, qui est une émission, comme son nom l'indique, qui présente chaque semaine un métier. La présentatrice est un peu youblaboum, elle serait sur France 5, elle détonnerait pas du tout, quoi. Donc on n'est pas non plus toujours, ça sent pas la naphtaline non plus. On essaye de faire relever, rythmer, mais les thématiques sont, souvent c'est patrimoine, on aime beaucoup la nature, et l'actu, évidemment, c'est le nerf de la guerre, quoi. Justement, en termes de public, là tu évoquais la tranche d'âge. Alors, c'est une tranche d'âge supposée ou c'est une tranche d'âge mesurée? Non, c'est des vrais chiffres. C'est des vrais chiffres d'audimat. En termes de... Alors ça, c'est la tranche d'âge. En termes de nombre, à peu près, en termes d'écoute, on n'a pas de chiffre... Il n'y a pas assez de boîtiers audimat en Vendée pour qu'on ait un chiffre précis à la minute près. En revanche, si je retrouve mes notes, on a environ 120 000 personnes qui nous regardent chaque semaine, et on a en moyenne 40 000 personnes qui nous regardent tous les jours. Sur la Vendée, chose que je n'ai pas faite, j'aimerais bien savoir combien il y a d'habitants en Vendée. Ça aurait été bien si quelqu'un l'a répondu. En Vendée, on doit être autour de 600 000 maintenant, quelque chose, enfin entre 500... 40 000 sur 600 000, c'est... Non, c'est un taux de pénétration qui est intéressant. Bah ouais. À vérifier les 500-600 000, mais on dépend ses autres. Si quelqu'un a une connexion Internet, on regarde ça. Voilà. Et alors, un peu même question, donc pour Pulseo et Camino, je sais pas, voilà, ça peut être compliqué de savoir... Alors, on n'a pas les moyens de se payer médiamétrie, mais en tout cas, on a un autre avantage, c'est d'être sur Internet et de pouvoir savoir beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur ce qu'ils regardaient, combien de temps ils regardent, d'où ils viennent, etc. Donc, ça fait partie des avantages de la télévision traditionnelle. Donc nous, on a une façon très simple, on va dire, de savoir qui on regarde. C'est tous les ans, on fait un sondage sur le site qui dure quelques semaines, et puis on pose un certain nombre de questions aux gens. Voilà.
Donc, ce qui devrait être savoir. Et puis aussi, on a une communauté de membres sur Pulseo, donc des créations de comptes. Donc ça, avec ces créations de comptes, ça nous permet de savoir aussi quel âge ils ont, de quelle commune ils viennent et ce qu'ils aiment dans la vie. C'est intéressant. Et du coup, notre audience a plus de 40 ans. Et ça, de façon assez stable depuis 6 ans. Donc, ouais, en gros, les personnes qui nous regardent, on a à peu près la même audience que l'hebdomadaire local, ce qui ne me surprend pas trop. Ce sont des gens qui sont installés sur la région, qui ont des activités sur la région, qui s'intéressent à la région. C'est clair que les étudiants sont très disparates, hein, ils sont un peu partout en France. Ils s'intéressent beaucoup moins à l'histoire et à l'économie locale. Il ne faut pas trop leur en vouloir. Mais l'idée, c'est de les récupérer et aussi les sensibiliser sur ce qui se passe dans la région avec les réseaux sociaux qui sont très... enfin, en tout cas, ils y sont assez fortement, un peu moins ceux qui ont plus de 40 ans. Donc voilà, à peu près, ça fait... et puis en audience, on est à peu près un peu moins de 300 000 visiteurs uniques par an. Ce qui représente 600-700 jours, donc un peu moins, je dis. Donc ce qui est plutôt pas mal, voilà, localement sur une zone qui représente à peu près le territoire qu'on veut couvrir, en tout cas c'est 80 000 personnes, quoi. Il y a un rayon de 40 km, donc c'est, voilà, on n'a pas d'éléments de comparaison, c'est ça aussi. Oui, c'est ça qui... On va dire que c'est bien. C'est bien, c'est parfait. Déjà, le Camino, c'est peut-être qu'il n'y a pas toutes ces mesures encore, mais... Ben non, pas du tout, c'est la création, et d'autant plus que c'est vraiment une niche, quoi. C'est vraiment, là pour le coup, la création du court-métrage local, ça commence à devenir très ciblé. Donc pour moi, il n'y a pas de... Pour l'instant, on va voir comment ça se développe, mais je pense que si on arrive déjà à quelque chose comme Pulseo, ça serait super. Mais non, pour l'instant, il n'y a pas d'instrument de mesure. N'hésitez pas, je relance, mais n'hésitez pas à poser des questions, je crois. Delphine, peut-être. Attends, je vais faire passer mon micro. Non, je vais parler fort. Oui, mais après, ça passe pas dans le son de l'enregistrement. Pour l'information, c'est le nombre d'habitants en Vendée. 635 000, 2013. Merci. 627 sur Wikipédia. Je vais prendre le chiffre de la police et des organisateurs. Et la question, ce serait est-ce qu'on pourrait connaître la structure juridique de votre entreprise, s'il vous plaît. Merci. De qui Les trois. Ah. Oui. Moi, c'est une URL. Voilà. Notez, les étudiants, c'est le prochain cours, les formes juridiques. EURL. Et nous, c'est une SARL. S-A-R. Ça va être super formateur parce que nous, c'est une SAEM, société, alors vous allez peut-être me reprendre si je me dis société anonyme d'économie mixte. Donc ça reprend ce que je disais au début, il y a de l'argent public et privé dans la boîte. Une question ici. Monsieur du milieu, oui. C'est mon numéro de famille, ça. Monsieur du milieu. Donc, vous disiez tout à l'heure que vous faisiez les programmes en fonction de ce que demandent les gens et que parfois, vous, ça ne vous plaisait pas forcément, mais du coup, oui, si vous, ça ne vous plaît pas ce que vous faites, enfin, les sujets, s'ils ne vous plaisent pas, comment vous pouvez bien les faire? Alors en fait, tu vois, c'est un petit peu comme les élections. C'est un faux choix. C'est-à-dire qu'on propose 4 sujets et tu dois voter parmi les 4 sujets. Mais on a déjà sélectionné les 4 sujets. C'est comme les élections. Tu as des gens, et puis après on te demande de choisir parmi les 10 personnes qui se présentent. Tu as l'impression d'avoir choisi? Non, je plaisante presque, c'est un peu ça. Mais on leur propose aussi la possibilité de proposer des futurs sujets pour les prochains mois qui seront inclus dans les 4 propositions. Donc, quand même. Mais ça, c'est un documentaire par mois. C'est-à-dire que les 5 reportages que nous faisons par semaine depuis 6 ans, ça, c'est nous qui choisissons les sujets. Les documentaires, c'est vraiment une programmation annexe au contenu principal, si tu veux. Donc les 1200 reportages qu'on a fait depuis 6 ans, on ne leur demande pas, si tu veux. Tu vois, c'est que le documentaire mensuel qui là est vraiment sur un format de 26 minutes, alors que les reportages, c'est du 3-4 minutes. C'est que sur celui-là où ils ont leur mot à dire et ceux qui choisissent qui c'est qu'il y aura dedans et le contenu. Donc, puis j'ai envie de te dire, le principal c'est que ça plaise aux personnes qui regardent et que ce soit elles qui décident. Tu vois,
préfère avoir des personnes qui ont l'impression de s'impliquer localement et de choisir un petit peu d'avoir leur mot à dire, plutôt que de leur imposer quelque chose selon notre propre façon de voir les choses, de voir la vie, de voir le monde. Donc quoi, mon choix serait mieux que le tien. En tout cas, c'est ce que nous on s'est dit. Et alors, dans les réactions qu'on a, parce que c'est l'avantage aussi du web, c'est qu'il s'exprime. Et dans les réactions qu'on a, ça va plus dans ce sens-là, c'est enfin, on a un mot à dire en fait. Voilà. Donc quand on a ce genre de retour, on se dit, ok, ça c'est. On sait pourquoi on se lève, c'est qu'on travaille pour eux, pour notre audience. Et eux, ils sont contents en fait. Si ça avait été l'effet inverse, non, j'aime bien que vous nous imposiez quelque chose, on aurait peut-être changé, mais là, ça nous a conforté dans l'idée qu'ils doivent être impliqués quelque part. Quand tu payes quelque chose, moi, quand je paye quelque chose, j'aime bien décider un peu. Et ben là, ils payent, parce que c'est un programme qui est payant, le reste c'est gratuit. Quand ils payent pour travailler avec nous sur ce qu'ils veulent voir. Je trouve que c'est un minimum. Et même pour élargir, je dirais que on produit des programmes, on propose des programmes aux téléspectateurs. Il faut que tous les téléspectateurs s'y retrouvent. Et nous, on ne peut pas se permettre de dire le sport, j'aime pas trop ça, je vais pas faire d'émission sport. C'est pas possible, quoi. Après, le présentateur de l'émission, on va faire en sorte que le présentateur soit intéressé par le sujet qu'il présente. Ça, c'est important. En revanche, que le monteur derrière ou que le programmateur de l'émission, le foot ou le sport en général, il aime pas ça, on fait avec. On propose des programmes à des téléspectateurs, que ça nous plaise à nous perso ou pas, ça a aucune importance. C'est même assez important de piger ça. Ça répond à ta question. Oui, c'est bon, mais du coup, c'est pas la même façon de penser que le cinéma ou autre chose. Ah non, c'est différent. Ah non, effectivement. J'avais jamais pensé à ça, en fait. Non, mais c'est vrai. En fait, si un jour tu travailles sur Internet, je ne sais pas quelle structure ce sera, mais s'ils n'appliquent pas cette logique-là, ils passent à côté même de la philosophie du web. Je veux dire, même sur la publicité sur YouTube, on t'impose même pas le choix de la regarder entièrement. T'as une croix qui dit que j'ai pas envie de la voir, ta pub. Tu vois ce que je veux dire? Et heureusement, ça ennuie tout le monde. Donc l'idée c'est qu'aujourd'hui c'est toi qui décides de ce que tu fais sur le web. S'il n'y a pas la croix, 30 secondes de pub, c'est gonflant. Donc le fait de l'enlever, là, tu maîtrises ce que tu fais. Et c'est propre même au web. Donc on pourra détailler beaucoup plus profondément. Attends, une seconde. Ça, c'est le privilège du mec qui présente. Après, je redonne. J'ai vu dans l'ordre, il y a d'abord toi, après toi. C'était juste pour faire une toute petite incise. Parce qu'il me semble, Jonel, que tu étais un tout petit poil provoquant quand même. C'est vrai oui, que... c'est voulu. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai que il y a cette attention au désir, aux demandes de l'auditeur. Pour autant, c'est pas parce que on demande aux gens sur quoi ils aimeraient avoir un documentaire, que pour autant, le point de vue, le regard, le savoir-faire du réalisateur est complètement occulté. C'est-à-dire que le réalisateur ne devient pas simplement un presse-bouton qui va faire on-off sur sa caméra pour avoir les images qui est demandées. Merci de la nuance, effectivement, c'est ça. C'est que la réalisation, c'est comme nous qui la faisions, et avec l'axe qui est quand même... Oui, du coup, c'est quand même vous qui avez un axe... Oui, nous on leur pose... Vous devez entendre quand même. Disons que les questions qu'ils se posent, on les pose vraiment aux intervenants. C'est-à-dire qu'on dit aux intervenants, ça ce sont les questions que les spectateurs se posent. Donc quand ils regardent le sujet, ils ont vraiment la réponse à leurs questions. Et dans les réponses qu'on a de leur part, c'est j'ai entendu ma question, quoi. Donc c'est quelque chose qui est incroyable. Mais par contre, sur la façon de structurer le documentaire, on ne va pas leur demander ça, c'est pas leur métier. Et ça, c'est nous qui le faisons. Ce qui est important, c'est qu'ils aient la réponse précise à leurs questions. Ça nous permet juste d'éviter de tomber dans l'idéologie ou de vouloir faire passer un message par rapport à par rapport à notre vision du monde, quoi. C'est ça qui est important. On n'est pas là pour faire passer un message politique ou peu importe. C'est vraiment pour répondre à cette question-là. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais sur la construction, c'est nous, évidemment. Et après, c'est toujours très subjectif tout ça.
À partir du moment où un réalisateur, on l'envoie sur un sujet où il y a toujours une subjectivité, c'est pas, vous êtes dedans, vous baignez dedans, c'est pas vous que je vais le raconter, mais voilà, il y a une première écriture sur le papier avant d'aller tourner, il y a une deuxième écriture sur le terrain, il y a une troisième écriture au montage. De toute façon, c'est toujours très subjectif tout ça, quoi. Après, il peut y avoir, dans le cas particulier d'un journal, il y a un rédacteur en chef qui est là et qui donne une ligne éditoriale. Il dit non, tu m'enlèves cette question ou tu me mets cette réponse plutôt que celle-là parce que ça va coïncider avec sa ligne éditoriale tout simplement, quoi. Mais il y a toujours une subjectivité de toute façon. Et nous on refuse catégoriquement ça. Voilà. C'est un choix. Alors je vais tourner le micro. Moi, je me demandais comment, quand vous vous intéressez aux actualités autour de vous, est-ce que vous avez toujours des choses à raconter sur... parce que si vous êtes sur un périmètre de 40 km, ça ne doit pas toujours être facile de trouver des sujets intéressants qui valent le coup d'être mis. Ben, cette question-là, on nous la pose souvent, donc elle est extrêmement légitime. Mais ça, c'est l'idée préconçue qu'on a des régions avec très peu d'activités supposées. Mais là où on est content de là où on est arrivé, c'est qu'on ne soupçonne pas le dixième de ce qui se passe sur une commune de peu d'habitants. Il y a énormément de personnes qui ont un parcours dingue, il n'y a que leur famille et leurs proches qui sont au courant. De là en faire la une de France 3, non. Quand vous allez chez quelqu'un, parce que c'est ça, c'est du réseau, on rencontre les gens qui disent allez voir monsieur Untel qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Et personne ne soupçonne tout ce qui se passe. Donc on ne s'est jamais posé la question qu'est-ce qu'on va faire demain. On a trop de choses à traiter. Et nous, on n'est pas sur de l'actualité parce qu'on est sur Internet. J'explique un peu pourquoi. C'est que sur Internet, on ne peut pas dire le sujet, on ne peut pas le retirer. Ça ne va pas dans le sens du référencement, de la visibilité. Tous nos sujets sont constamment disponibles sur le site. Ce qui fait qu'on ne traite pas forcément de l'actualité chaude. Mais on est sur plus du magazine. On veut, nous, que dans 5 ans, on ait toujours un intérêt à regarder le sujet. Donc on est plus sur la découverte que de l'actualité. Donc quand on traite, il y a énormément de choses. Donc, et ça, on a un peu cette idée-là quand on débarque sur un territoire qui est petit. Mais, et dès que les gens savent, justement, que nous, on s'intéresse à ce genre de choses, et ça fait boule de neige. Je veux dire, les demandes, le nombre de mails qu'on reçoit pour... moi j'ai fait ça, est-ce que ça vous intéresse? C'est ça. Bah ouais, il y a énormément de choses. Les gens talentueux, voilà, pas qu'à Paris, quoi. C'est parce qu'en fait, c'est pas la même échelle que les infos qu'on a nationales. Ouais. C'est ça aussi, on peut se permettre de traiter des infos plus petites. Enfin, je sais pas si c'est moins importantes, des infos oui, qui seraient trappées systématiquement en national. Oui. Nous, on les traite, quoi. Mais en revanche, effectivement, nous, on a une émission sur la mer, par exemple, qui dure depuis 3 ans maintenant, commence à être un peu à sec de sujet. Effectivement, le littoral vendéen est grand et il y a plein de choses, mais effectivement, il faut commencer à se creuser la tête pour éventuellement trouver d'autres pistes ou trouver d'autres thèmes ou retraiter des sujets qu'on a déjà traités mais de manière un peu différente. Mais c'est vrai que au bout de 3 ans sur le même thème, on commence un peu à... Mais c'est bien, ça fait tourner les ménages et il faut trouver des solutions à tout ça. Peut-être juste pour rebondir un tout petit peu, l'autre question que ça pose, c'est de se demander ce que c'est qu'un événement. Et si on n'a pas un regard qui est complètement construit, formaté par des représentations nationales. C'est pas un sujet de cours. Pensez-y. Comment ? C'est un bon sujet de disserte. C'est un bon sujet de disserte. Qu'est-ce que c'est qu'un événement? Alors, tu avais une question? Moi, c'était pour le monsieur de TV Vendée, monsieur de gauche. En fait, je vais revenir sur quelque chose que vous avez dit à propos de la mise en forme et de l'esthétique en fait de la ligne plastique que vous avez choisie sur votre chaîne. Parce que donc, moi, je viens de Bordeaux en fait, et donc il y a une chaîne locale à Bordeaux. Et cette chaîne locale, elle est en 4/3 en fait. Et donc on en trouve encore. J'étais assez étonné de l'apprendre aussi. Et en fait, en y réfléchissant bien, puis en discutant un peu avec des gens autour, en fait, je me suis dit que les gens étaient, donc on l'a vu un peu à cette conférence, étaient très passionnés par le très local. Et donc je me demandais si vous qui aviez déjà un public un petit peu comme souvent les chaînes locales ont un public assez âgé, entre guillemets,
si vous risquez pas de perdre un petit peu ce public en essayant de faire comme la chaîne nationale. L'histoire du 16-9 c'est super important parce qu'effectivement quand je suis arrivé à la création de cette chaîne il a fallu que je me batte un petit peu, mais j'ai dit non, il faut qu'on la fasse en 16-9 tout de suite parce que dans 2 ans, en 4 tiers, on aura l'air de vieux, c'était sûr. Je me suis pas planté à ce niveau-là, j'aurais dit que tout est 16-9, c'était juste évident. Après on peut faire joli et propre sans faire du MTV. Il y a une marge entre MTV et France Télévisions. On peut faire propre, classe, mais pas monter à 12 images secondes non-stop, ou tout clipper, où ça renvoie. Les choix de musique, c'est pareil, c'est super révélateur, quoi. J'arrive moi à placer régulièrement des trucs rock un peu péchus, mais je me base pas là-dessus. Et il n'y a pas non plus de la musique classique non-stop. C'est un juste milieu, j'ai un peu de mal à le définir, mais, et je suis pas sûr non plus que les gens de 50, 60 ans aujourd'hui soient rebutés par quelque chose d'efficace et d'un peu jeune. Les gens de 60 ans aujourd'hui, ils ont connu, ils ont baigné avec Canal+, ils n'ont pas l'œil vieux. C'est pas vrai. C'est les gens de 80 ans, effectivement, peut-être ces gens-là vont être un peu choqués. Mais à 60 ans aujourd'hui, les gens ils sont jeunes. Bah, oui, enfin pourtant, est-ce que vous pensez pas que le fait justement de faire ce côté entre guillemets un petit peu amateur, d'avoir des, on dirait que c'est des gens d'actuel BTS des fois qui montent des sujets où il suffit de regarder les habillages, des fois ça fait vraiment ça quoi. Est-ce que vous pensez pas que c'est aussi un peu une marque de fabrique de se distinguer du reste en se disant bah nous on fait du local, c'est à la limite de l'amateurisme en fait. Ah bah non, ça peut pas être non, on peut pas partir sur ce principe-là au début. On peut pas décider dès le début, parce qu'on a une chaîne locale, de le montrer en faisant du lait. Non, pas de mon... Enfin, non, et moi je me vois pas demander à mes infographistes de dire fais-moi un habillage, mais fais-moi pas trop... Oui, mais... Fais-le pas trop joli quand même. Non mais c'est... Parce que vous avez des infographistes justement, donc ils sont là pour faire la chose propre. Enfin, moi je crois, parce que j'ai la référence de la télé locale que moi je connais à Bordeaux, que c'est très propre, mais c'est pas clinquant quoi. Et pourtant ça suffit largement à montrer que c'est du local et que effectivement le terme d'amateurisme est un peu fort. Et c'est quoi? C'est dans l'habillage que tu trouves que ça fait local ou c'est dans le contenu? Les deux. Du coup, surtout. Après, il y a là, je posais la question sur l'habillage, effectivement, même les jingles, les lancements et tout. Et il fait un peu vieillot en fait. Ouais, quelque part. Parce que si vous regardez TV Vendée demain, je pense que vous allez dire, il raconte un peu n'importe quoi parce que l'habillage TV Vendée, il fait un peu vieillot. Il y a un autre problème avec le local, c'est que nous, notre habillage, il a été fait il y a 5 ans et jusque-là, j'ai pas eu le budget ou le temps nécessaire à refaire complètement l'habillage. J'ai commencé à y travailler il y a 2 mois, avec un peu de bol, le nouvel habillage, il sera à l'antenne peut-être en septembre. Mais ça joue aussi, quoi. On peut pas se permettre de changer l'habillage tous les ans, de changer le décor du plateau principal tous les ans. Donc c'est ça aussi qui peut faire, à un moment, qui peut faire un peu local dans le mauvais sens du terme. Vous voulez... Et le graphisme bouge vite, oui. Vous voulez quand même essayer d'être le plus à jour possible. Bah, moi, j'ai pas envie, en tout cas, que les gens, en zappant, en tombant sur TV Vendée, ils fassent ah oula, oui, ça y est, on est sur TV Vendée. Ah non, mais c'est important. Et il y avait Canal 15 qui était là avant. C'était très bien ce qu'ils faisaient Canal 15, mais voilà, ils n'avaient pas les moyens. Et c'est cette impression qu'on avait en tombant sur Canal 15, c'est que boum, j'ai pas besoin de. Je sais que je suis sur Canal 15, quoi. Ok, merci. Attends, je vais passer le micro, puis après je relancerai d'autres questions. Moi j'ai aussi une question concernant Télé Vendée. Je voulais savoir en fait si vous diffusez des fictions, séries, téléfilms ou pas du tout. On a diffusé pendant une période, pendant une saison, on a diffusé Super Jamie. C'est tout ce qu'on a pu acheter et diffuser sur la chaîne. Les tarifs sont juste prohibitifs, donc on peut pas se permettre. D'accord. Et donc c'est justement ça qui m'intéressait en fait, le choix qui était donné aux télé de petite envergure et aussi les tarifs évidemment, parce que je sais que moi je suis breton, il y a TV Braise et... ouais, mais c'est pas une chaîne locale, TV Braise. Bon,
c'est un tiroir de télé. C'est peut-être un mauvais exemple, mais il diffuse à Arabesque. Ben, c'est ça, mais en fait, c'est. Oui, c'est ça, mais TV Braise, c'est TF1, et voilà, c'est toutes les vieilles cassettes qui traînent à TF1 et qui sont diffusées sur TV Braise. Bon, j'abuse, mais. Et donc, nous on a dit. En fait, il y a une. Si on a pu diffuser Super Jamie, c'est parce que ça faisait partie d'un espèce de pack qui était vendu à des chaînes locales. En fait, c'est un regroupement de chaînes locales qui peut se permettre d'acheter ce genre de série. Après, on a diffusé ça un an. On a réfléchi un peu, il n'y a aucun intérêt sur TV Vendée de diffuser Super Jamie, quoi. Soit on diffuse vraiment, soit on a les moyens et on diffuse un truc super nouveau, ou un truc ou quelque chose éventuellement, des séries. Là, il y aurait du travail à faire éventuellement. On pourrait diffuser de la série locale, ou en tout cas produite localement. Là, il y aurait un intérêt. Si c'est pour diffuser Dallas, il n'y a pas d'intérêt en local, quoi. Non, pour rebondir là-dessus, mais en tant que télé locale, vu que vous avez un plus petit budget que des chaînes de plus grosse envergure, comme il disait, vous bénéficiez pas de tarifs préférentiels. Moi, je ne connais pas du tout pour certaines séries qui seraient peut-être pas d'actualité, peut-être pas les séries qui sortent en ce moment, mais sur des séries qui auraient peut-être 5 ans, 6 ans. Non, il n'y a rien, c'est des catalogues en fait. Les boîtes de prod ou les distributeurs, ils ont un catalogue. Et puis, tu prends ce qui rentre dans ton budget, quoi, voilà. On diffuse en ce moment, parce que on diffuse quand même des documentaires animaliers qui doivent avoir plus de 10 ans, je crois, mais qui sont pas ridicules. Voilà, c'est ce qui peut rentrer dans notre enveloppe. Moi, je pense que c'est ce qui rebute aussi un peu les jeunes, ce qui font que les jeunes ne vont pas aller sur les chaînes locales, c'est qu'il n'y a pas justement, souvent il y a peu de programmes séries télévisées ou téléfilms, et ce qui fait qu'on n'a pas le réflexe d'y aller que pour les infos, parce que sur une chaîne nationale on va regarder notre série et les infos avant, on va regarder les infos, ça tombe juste après, on reste sur la chaîne, et c'est répertorié dans l'audimat, dans la gamme d'audimat, mais c'est ce qui appelle les jeunes, parce que vous n'avez pas ça sur notre télé. C'est pour ça que ça m'étonne que vous n'ayez pas d'avantage. Nous on produit du. Non, mais on est là, on produit du programme. On parle de la Vendée. On n'est pas là pour diffuser du divertissement, quoi. On essaye de. Voilà, on est TV Vendée, donc il faut qu'on montre la Vendée, quoi. Si vous voulez voir Borgia, vous allez sur Canal. On n'est pas là pour ça, en fait. Et ça tombe bien parce qu'on n'a pas le budget. D'accord, merci. Je vais peut-être juste rebondir un peu sur cette question, de refaire tourner le micro. C'est que tout à l'heure vous disiez que, alors je vais caricaturer, disant que la moyenne d'âge de votre auditoire c'était 60 ans. Non, je sais, je provoque. J'ai pas du tout l'impression que vous soyez dans cette tranche d'âge. Et donc, c'est une impression. Et du coup, moi, la question que je me posais, c'est que finalement, je pense pas me tromper beaucoup, mais que l'âge des personnes qui travaillent dans les télévisions locales est relativement jeune. En tous les cas, me semble-t-il, plus jeune que dans les télés nationales. Même inversement proportionnel au public qui la regarde. Effectivement, voilà. Et donc, moi, ça me posait un problème, parce que c'est que parce que c'est insensé, on a les créateurs qui sont là, et qui sont quelque part contraints par diverses choses, qu'elles relèvent de l'économie, du logo, voilà, ou de lignes éditoriales, etc., qui sont contraints de faire un petit peu différent de ce qu'ils savent, de ce qu'ils voudraient, de ce qu'ils pourraient faire. Alors, est-ce qu'il y a des évolutions possibles? Est-ce que c'est irrémédiable? Et puis, bon, tant pis, on vit avec ça. Est-ce qu'il y a des convergences, des entraides, des mutualisations? On parlait un petit peu d'échanges de programmes, de création, sans se lancer dans une création démentielle qui est hors de portée financière de l'un ou de l'autre. Est-ce qu'il y a des choses qui seraient possibles? Je ne sais pas, là je vous lance la question comme ça. Il y a juste une exception, c'est une association qui s'appelle VLIP. Alors VLIP, est-ce que je pourrais le préciser? Qui c'est, etc. Alors eux, donc c'est sous format associatif. Le public, c'est le public jeune de Nantes. Et les films sont produits par l'équipe associative, donc il y a un système de contribution de membres, et donc c'est produit par des jeunes et pour des jeunes, pour le coup. Donc c'est peut-être une exception. Et donc VLIP, on peut voir ça où? On peut voir ça sur internet, vlip.fr. D'accord. Donc là encore on est sur le web, alors avec un modèle économique qui est... c'est associatif, donc c'est que des subventions. Je crois qu'ils font un petit peu de prestat, mais c'est beaucoup de subventions. Après, c'est quoi être jeune, quoi? Oui, donc je suis d'accord. Mais concrètement, mais non, mais je veux dire, concrètement,
Si on prend, on a 3 exemples de sorties d'école, entre guillemets, hein, que ce soit Ciné Creatis, l'ESRA ou le BTS audiovisuel, puis on pourra en prendre d'autres ailleurs, à mon avis on a la même chose. Et soit on est sous les fourches codines de telle ou telle grosse station ou chaîne de télé dans laquelle finalement on se coule dans le moule et puis on fait avec relativement peu de marge d'autonomie ce qui est demandé. Et puis si on est en local, on se dit tiens, on pourrait faire quelque chose. Est-ce qu'il n'y a que le web comme espace de liberté? Est-ce qu'il y a des marges qui peuvent être inventées dans les télévisions locales? Est-ce qu'il y a des espaces de création? Je ne sais pas. Des espaces. Est-ce qu'on pourrait dire, je pourrais me répondre du coup, mais que sur les grosses chaînes, les grosses productions, ceux qui ont un certain âge, 40, 50 ans, qui ont quand même bien travaillé dans le milieu audiovisuel, il n'y a que ces chaînes-là qui peuvent se les payer finalement, et que quand on sort de l'école, forcément on ne peut pas prétendre à travailler en tant que réalisateur sur les chaînes nationales, et qu'on commence sa carrière aussi dans les chaînes locales qui peuvent se permettre aussi d'embaucher ce type de personnes, et qu'ensuite il y a une sorte de roulement aussi qui se fait, et qu'ensuite on évolue vers autre chose. Toi tu as fait le chemin inverse en même temps, mais je pense qu'il y a aussi un petit peu ça. C'est même, enfin, chez nous, il y a beaucoup de jeunes, et je les pousse pas dehors, mais à vous, je peux le dire, je pense qu'il faut, c'est bien de commencer par le national, commencer à avoir une qualité et des exigences de national, et après venir en local. En sens inverse, vous risquez de partir avec des mauvaises bases. Parce que il faut faire vite et pas cher, parce qu'il y a une petite erreur, bah oui, bah tant pis, on diffuse. Voilà, en national, il y a une exigence de qualité qui n'est pas du tout la même et qui est super formatrice. C'est important ça. Et concernant, et pour faire un peu de pub à Patrice, concernant l'auditorat de TV Vendée, Patrice anime une émission sur TV Vendée qui s'adresse pas à un... Enfin si, qui s'adresse pas à un public de jeunes, qui s'adresse pas à un public de moins de 25 ans. Voilà, Patrice vient toutes les semaines dans une émission avec des archives des archives de Vendée, des archives de films de la Cinémathèque de Vendée, et voilà, c'est le genre de programme que par défaut une personne de 25 ans va pas forcément apprécier ou s'arrêter devant, quoi. Si c'est des images de la place du marché qu'il connaît, effectivement là il va peut-être s'arrêter, mais sinon c'est plus une émission qui s'adresse à des gens de 40 à... Jusqu'à la veille de la mort. Hein. C'est ça. Mais voilà, c'est un bon exemple du public qu'on cherche aussi, enfin, le public de TV Vendée. Non, je revenais sur les idées de création, puis je reprenais la parole, vous levez la main, j'avais le micro, sur la création. Est-ce que c'est impossible d'imaginer des espaces de création au niveau de la web TV, au niveau des télévisions locales? Tu parlais de production régionale de séries ou de documentaires, voilà. Est-ce que, par exemple, est-ce que TV Vendée entre dans la production, en tant que premier diffuseur potentiel, dans la production de documents, par exemple? Aujourd'hui, c'est pas fait. Peut-être que ça peut être envisageable, c'est même pas en projet aujourd'hui. Parce qu'effectivement, économiquement, lancer la production d'une série, c'est lourd, et surtout, on n'est pas du tout sûr du retour sur investissement. Nous, la plupart du temps, quand on met en place une émission, on essaye de voir si on peut avoir éventuellement un sponsor qui va ouvrir et clôturer le programme pour que le programme nous coûte le moins cher possible. En régie publicitaire, vous êtes limité à du local ou pas? Comment ça se passe? Alors on fait partie d'une régie, en fait. Donc il y a une régie locale qui diffuse des pubs qui sont nationales. Et la grosse partie de nos pubs, on les produit nous-mêmes. On a 2 commerciaux dans la chaîne qui vont démarcher les clients vendéens et on fabrique leurs pubs. Avec les avantages et les inconvénients du local, c'est que bien souvent le client en face a très peu de budget, donc il se retrouve à nous filer 3 photos de son magasin avec son logo en BMP, et puis on donne ça aux infographistes et voilà. Donc c'est pareil, ils ont du boulot pour se creuser les méninges pour réussir à faire quelque chose de pas trop laid avec 3 JPEG et un BMP de 300 pixels de large, quoi. Mais c'est tous les jours comme ça. Nous, on diffuse tous les dimanches les productions de l'ESRA. Essayez de comprendre pourquoi.
quoi. Et donc l'idée c'est de pouvoir justement diffuser les créations d'étudiants, ça alimente aussi notre programme, enfin notre grille. Donc nous on est très friands de ça, en fait, nous, notre seule ligne éditoriale c'est que c'est la région en fait. Et donc là, on a une petite entorse à la règle en diffusant des programmes comme ça, de courts-métrages qui ont été sélectionnés. C'est pas un peu le tout venant de l'ESRA, il y a une production DVD tous les ans, des meilleures productions de l'ESRA, et puis on diffuse ça. Donc, et nous, on a aussi cette problématique de pouvoir financer avec une publicité avant les programmes, c'est aussi notre cas. Mais par contre, ça pourrait être intéressant de diffuser des programmes. Oui, je remets. Donc moi j'avais une question. En fait, je me demandais pourquoi, par rapport à TV Vendée, en fait, je voulais savoir si c'était ou pas le but de la chaîne de vouloir rajeunir son public ou pas, et dans ce cas-là, pourquoi pas partir sur un principe de mélanger TV Vendée et l'entreprise de Monsieur Camino, je crois, et du coup de diffuser des programmes de jeunes cinéastes vendéens, des courts-métrages, des séries ou des documentaires, qui du coup vous coûteraient pas cher, parce qu'ils demanderaient juste, pas forcément, ils demanderaient juste à être diffusés justement au début, et ça pourrait vous apporter aussi peut-être une clientèle plus jeune. Non, mais c'est une plutôt bonne idée. Après, c'est pas dans mes cordes à moi. Je suis directeur artistique et réalisateur, et éditorialement parlant, c'est pas une priorité pour la chaîne de vouloir faire rajeunir absolument la moyenne d'âge de ses téléspectateurs. J'en ai discuté il y a très peu de temps avec le directeur des programmes. Je lui ai demandé très très régulièrement pourquoi on n'allait pas capter un peu tout ce qui se passait aux Fusions. Il y a une bonne salle de concert à La Roche, avec une programmation qui est jeune, intelligente. C'est pas une envie particulière de la chaîne de vouloir faire baisser la moyenne d'âge. Tout simplement. Cela dit, je place mes billes un petit peu, mais est-ce que ça peut vraiment rajeunir le public que de proposer quelques fictions locales? Je pose la question. Je pense pas. Si on voulait rajeunir vraiment rajeunir vraiment la moyenne d'âge, faudrait changer complètement, je pense, la grille de programmation aussi pour faire. Parce que là, il faudrait aller les chercher vraiment les jeunes et bétonner sur du sport, de la compète, il faudrait vraiment changer la moitié de nos programmes pour vraiment l'attirer, le garder après. Et c'est plus simple, à la limite, d'avoir des programmes qui s'adressent à une tranche d'âge qui va de 30 à 100 ans, plutôt que d'essayer de choper tout le monde de 20 ans à 100 ans. Il y a une tranche d'âge entre 20 et 35 ans, je pense, qui est difficile à capter. Ça tient peut-être aussi aux habitudes de visionnement de ces différentes tranches d'âge. On peut dire que la tranche d'âge des quadras aujourd'hui, elle est à cheval justement sur Internet et sur la télé. Plus sur Internet dans les zones très urbaines, mais c'est pas le cas de la Vendée. On est dans une zone qui est quand même assez rurale, où les habitudes, c'est encore beaucoup la télévision, plus que l'Internet. L'Internet est utilisé pour de l'info pratique. C'est ce qu'on trouve aussi sur Pulséo, beaucoup. Ou bien, voilà, pour du web, des choses comme du mail, ou des choses comme ça. Mais sinon, l'info, elle vient beaucoup de la télévision. Pour les gens, ouais, pour la tranche d'âge qui nous touche, nous. Mais vous, je serais curieux de savoir un peu comment vous mangez la télévision aujourd'hui. Vous allez chercher Internet, vous regardez, vous vous foutez devant la télé à une heure précise systématiquement. Je serais curieux de savoir. Est-ce que vous regardez la télévision? Non. Est-ce que vous regardez la télévision, j'ai envie de dire comme papa, qui à 20h se met dans le fauteuil et... C'est pas péjoratif, hein, vous allez le faire. Alors, ceux qui le font pas, vous fermez les yeux. Et qui est-ce qui le fait? Et quelques-uns, quand même. D'accord. Qui est-ce qui ne regarde jamais la télévision? Quelques-uns, oui. Et alors, ça veut dire, jamais la télévision, c'est-à-dire que vous regardez, vous êtes sur Internet, ou vous regardez les séries sur Internet, ou non? Ouais.
Donc vous regardez sur des sites de pirates, des séries internet en streaming que vous téléchargez. Après, il y a aussi quelque chose de différent avec les chaînes qui diffusent uniquement sur Internet, ce qu'on appelle les pure players. C'est que une grosse partie du trafic de ceux qui viennent nous voir font une recherche sur un contenu. Et c'est à nous, justement, d'être performants et d'être positionnés correctement pour qu'ils tombent sur nous. Il y a une bonne partie aussi qui viennent nous chercher. Quand on regarde TV Vendée, on choisit de regarder TV Vendée. Il y a une décision de sa part de dire je vais regarder TV Vendée. Alors que nous, la majeure partie du trafic, c'est des mots-clés. C'est sport Châteaubriand, on a fait un reportage qui tombe dessus. Et après, donc, il s'inscrit à la newsletter, donc on le conserve. Et ça devient infidèle. Mais au début, voilà, ça vient des recherches. Donc après, l'âge, c'est pas une barrière. C'est pas un critère. Non, Est-ce que... alors, bon, là, on est un peu dans un état des lieux, hein, dans ce qui est aujourd'hui. Ce matin, on se disait qu'on était dans un virage à la fois technique, technologique, un virage dans l'attitude des consommateurs, etc., par rapport à toutes ces informations, qu'elles viennent de la télévision ou pas. On voit aussi qu'on a différents modèles. On a d'un côté une télévision qui est assez généraliste, avec TV Vendée, un web TV très ciblé avec Camino, une situation qui est un peu intermédiaire entre, je dirais, c'est du généraliste local avec Pulseo. Comment est-ce que vous vous positionnez? Comment est-ce que vous pensez que les choses peuvent évoluer pour vous? Est-ce que vous avez... Parce que on sait bien que dans ce domaine, si on s'arrête, on meurt. Comment vous envisagez la suite? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous réfléchissez? Sans dévoiler ce que seront les grilles l'année prochaine ou des choses comme ça, parce qu'on ne sait pas encore. Mais est-ce qu'il y a des envies, des orientations qui se font jour? Nous, c'est plus technologique. C'est-à-dire qu'il y a deux tendances qui vont s'accentuer dans les années qui viennent, c'est un peu déjà le cas. C'est le web mobile, c'est-à-dire que même si vous avez l'impression de ne pas regarder la télévision, je suis sûr que finalement vous regardez des programmes télé en fait, sur le web. Et puis il y a la partie web, télévision connectée. Nous, ce qui est très important, c'est on n'attend qu'une chose, c'est que les gens regardent Pulseo dans leur canapé. Aujourd'hui, quand on regarde Pulseo, on va dans le bureau, mal assis, on clique, et puis voilà, c'est pas un lieu, c'est très rapide. Et dès lors qu'on pourra faire, ce qui n'est pas le cas, mais TV Vendée, et pendant la publicité de TV Vendée, je suis désolé, on regarde un programme Pulseo, ce sera top. Ce qui sera le cas bientôt, parce que technologiquement parlant, c'est prêt, mais bon, c'est pas encore installé dans les mœurs. Mais donc il y a la partie mobile, pouvoir regarder un programme rapidement. Parce qu'aujourd'hui, la consommation vidéo, elle a considérablement évolué. On commence à regarder un programme dans un moyen de transport, on finit de le regarder sur Internet chez soi, et après on regarde un programme à la télévision. Ou alors, nous, on regarde les trois en même temps. Enfin, il y a des gens qui ont les trois allumés en même temps, quoi. Extrêmement performants, quoi. Mais ça évolue extrêmement vite. Donc nous, c'est plus technologiquement parlant, être sur les deux, être prêt pour les deux, le mobile, ce qui est le cas. Et puis la télévision connectée qui pour nous attend ça qu'impatience. Et nous, les perspectives, elles sont en ce moment, économiquement, voilà, on est dans une phase de crise. Là, TV Vendée essaye de... On pense d'abord à passer le creux de la vague, sortir de cette crise, et après, je pense qu'on pourra imaginer des choses, parce que pour une télé locale, la période actuelle, elle n'est pas bonne du tout. Les commerciaux, ils reviennent tous les jours, ils sont allés voir des clients en face, ils leur disent t'es gentil, moi j'ai pas d'argent, je vais pas acheter de pub. Voilà, donc nous aujourd'hui on est plus dans une phase passons le creux de la vague, tant bien que mal, et après on verra. Après il n'y a pas de. On va forcément développer plus le site internet, on sait que les gens regardent le site internet, on va faire en sorte que ça marche bien. Maintenant il n'y a pas de grosse ambition pour l'instant pour les années à venir. C'est quelque chose qui est assez général aussi pour plein d'entreprises. Oui, mais pour TV Vendée par rapport à une chaîne comme TF1, c'est beaucoup plus crucial. Moi, pour ma part, c'est aussi technologique en fait. Alors, moi, la prochaine étape, c'est maintenant en fait, parce que j'ai déjà eu une étape avant, donc là, j'essaye de m'adapter. Mais pour moi, c'est le lancement, c'est avec la niche fiction, court-métrage, valorisation du local, mais de
la création locale. Mais ensuite, je regarde un petit peu de loin, effectivement, c'est des choses comme de la diffusion à partir d'un mobile en direct, n'importe où dans la rue, avec la 4G, diffusion d'une émission en direct n'importe où, n'importe quand, et voilà, quoi. Ce genre de choses. Ou la diffusion, prendre tout mon contenu et puis le diffuser au hasard, en live. Donc tout ça, je le regarde un petit peu de loin, mais effectivement, technologiquement, il y a tellement de choses qui... J'ai envie de vous poser une autre question parce que, en plus, là, on a un public qui est informé. On parle de regarder des programmes sur des mobiles, sur des tablettes, passer du mobile à la télévision, du bureau au métro, etc. Qu'est-ce que ça pose comme problème en termes d'écriture, en termes d'esthétique? Est-ce qu'on monte pareil pour un écran de 3 pouces et puis pour un home cinéma? Est-ce qu'on écrit pareil? Est-ce qu'on pense les sujets de la même manière? Si je suis dans le métro et que j'ai 5 stations à faire, pour regarder, je ne vais pas regarder à 52 minutes. Donc est-ce qu'en termes déjà d'écriture, c'est pensé? Et pour des télévisions qui sont multi-supports de diffusion, que ce soit pour les... Un peu c'est le cas de vous tous un petit peu, soit que le TV Vendée aille vers le web ou que le web aille vers le canapé du salon, on est tous plus ou moins dans ce cas-là. Comment est-ce que vous pensez à cette chose? Est-ce qu'elle vous préoccupe? Eh bien, en fait, dans l'encodage même des vidéos, c'est très important. Il faut faire un encodage pour un téléphone portable, mais aussi pour une télévision extrêmement large. Donc c'est un choix c'est un compromis qui est extrêmement compliqué parce qu'il faut que ce soit acceptable sur les deux. Même si aujourd'hui il y a plutôt une tendance sur le téléphone où il faut être performant, mais en tout cas sur le web, c'est très très rare les personnes qui regardent au-delà de 5-10 minutes, quoi. Après, les personnes qui regardent bien au-delà, c'est qu'ils viennent chercher un contenu précis et ils sont pour la plupart abonnés à quelque chose, donc ils vont faire le choix délibéré d'accepter de regarder 1 heure. C'est pour ça qu'on a hâte sur un canapé, c'est qu'on puisse regarder le documentaire une demi-heure confortablement assis. Autrement, c'est compliqué. Bon, on me l'a dit récemment, face à un spectateur par rapport au documentaire, c'est trop long. Moi, je regarde plus le CO quand je me pose au bureau et je fais dans 3 minutes. Donc c'est extrêmement simple et rapide. Et alors là, une demi-heure, il faut être prêt, quoi. Et aujourd'hui, sur l'écriture, même pour le web, même par rapport aux publicités, aux reportages qu'on propose à nos clients, on leur dit, je dirais, excéder 5 minutes, c'est périlleux, quoi. Et l'avantage qu'on a, c'est de pouvoir savoir précisément à la minute près quand est-ce que les gens ont lâché. Donc c'est un chiffre qui ne vient pas de nulle part. Nous, en moyen par rapport au site Pulseo, on le voit très bien. Il y a une consommation, c'est comme la télévision avant, c'est du zapping, quoi. Et puis on est constamment sollicité sur Internet, donc il faut rester... on a les yeux qui... Aujourd'hui on peut savoir précisément, vous, on peut savoir avec vos yeux quoi, ce que vous faites sur le site, où est-ce que votre souris va. On peut suivre le trajet de votre souris quand vous êtes sur un site. Je ne sais pas si vous le saviez. Mais, donc on peut savoir beaucoup de choses, on est extrêmement sollicité. À la télévision, vous regardez un programme, donc votre œil il est sollicité sur un programme. Et sur le web, il y a une publicité qui se ramène, une vidéo qui se lance, vous n'avez rien demandé, il faut faire stop. C'est extrêmement compliqué en tout cas l'écriture et il faut être incisif tout de suite. Donc dans la construction même du reportage, les sujets sont construits tous de la même manière. Il faut être percutant tout de suite, pas le temps de partir sur des sujets extrêmement longs. Ça veut dire qu'il y a des règles d'écriture, en quelque sorte je pense après, moi je ne connais pas les règles sur les télévisions. Je pense que tu seras plus à même d'en parler. Non, parce que c'est... nous, à TV Vendée, on a le fait est qu'on ne réfléchit pas nos programmes en termes de web, on réfléchit nos programmes pour la télé. Il se trouve qu'il y a beaucoup de programmes chez nous qui font 6 à 8 minutes, donc qui se prêtent assez bien au format web. Maintenant, je ne sais pas si les choses vont pas... Je sais pas s'il faut continuer à cogiter comme ça. Est-ce qu'il ne faut pas commencer justement à reproposer des programmes, des vrais programmes, un vrai 52 minutes sur Internet, quoi, et que les gens arrêtent justement de zapper tout le temps. Je ne sais pas si c'est... Est-ce que c'est une loi qui est sur Internet et qu'il faut que les programmes sur Internet fassent moins de 10 minutes? Mais sur Internet, c'est comme à la télévision. Il y a des programmes qui sont extrêmement percutants sur Internet qui durent 3 heures. 3 heures de conférence.
faut être prêt, quoi. Et la télévision, c'est comme sur le web, il y a des programmes qui sont dans la consommation immédiate. Quand on regarde TF1, Énergie 12, voilà, on n'est pas là pour apprendre quelque chose, on est là pour consommer. Mais à côté de ça, il y a des programmes, des chaînes de télévision qui sont, voilà, dans Arte évidemment, en France 5, on est plus sur des sujets, ça dépend de ce que tu viens chercher en fait. Mais je pense que c'est la même chose sur le web, tu as des sites qui sont là pour la consommation, YouTube c'est ça. Et tu as des sites vraiment spécialisés qui viennent chercher, c'est que des niches sur Internet finalement. Il y a un site qui capte une niche par rapport à l'histoire, on parle que d'histoire, ça dure 3 heures à chaque fois. Il y a des gens qui viennent chercher ça, et à côté de ça, il y a YouTube. Et je pense que c'est pareil pour la télévision. Il y a des chaînes qui sont là sur des documentaires extrêmement longs, compliqués, et il y a TF1. Juste pour prolonger un peu, puis n'hésitez pas à intervenir, est-ce que le mode de construction, le mode d'écriture, je pensais au documentaire notamment, est-ce qu'il est conçu juste pour un téléspectateur qui est assis dans son fauteuil et qui va regarder pendant 26 minutes, par exemple, si on prend le doc du mois sur Pulséo, et puis qui va juste regarder ces 26 images qui défilent, et puis voilà, il sera juste assis. Ou est-ce que c'est pensé dans une écriture qui est davantage interactive, comme sur des webdocs, et genre aussi pour TV Vendée, dont la diffusion initiale est sur un écran de télé, mais on sait aussi qu'il y a la web, l'internet derrière. Est-ce qu'il y a des interactions qui sont imaginables entre un sujet qui peut démarrer dans l'écran de télévision et se prolonger autrement sur le web avec des liens? Est-ce que ça, pour vous, est-ce que c'est un mode de télévision qui est possible un jour et qui amène justement des écritures nouvelles? Je ne sais pas si vous, ça, en montage, en image, ça vous branche quelque part. Bah, ça peut, en tout cas, nous, ça peut être le genre de choses qu'on peut faire. Parce que financièrement, ça coûte pas très cher, si ce n'est en temps de montage, de monter un 26 minutes et puis de faire une version 52 minutes un peu plus large, un peu plus où on prend son temps, où on met du making-of ou je ne sais quoi. Et ça peut être une option pour nous, effectivement. Maintenant, il n'y a pas d'écriture précise qui renvoie sur Internet. Nous, aujourd'hui, c'est juste un frein de moyens, enfin, c'est une question de moyens, aujourd'hui, pas pouvoir le faire. Et très clairement, ce qu'on a à l'esprit, là où on veut emmener le projet du doc du mois, c'est clairement ça. C'est-à-dire qu'il y aura une communauté de gens qui seront partie prenante sur les docs du mois, qui vont vraiment interagir sur les sujets. C'est censé être le point de départ d'une conversation communautaire de gens qui sont intéressés par ce sujet. C'est ce qu'on aimerait, nous, en tout cas, que ça sollicite, ça sollicite des débats. Aujourd'hui, si on ne le fait pas, c'est juste qu'on n'est pas encore prêt financièrement à le faire, et puis ça demande du temps, il faut le penser aussi avec eux, parce qu'en même temps, on a bien intégré l'idée qu'on va faire tout avec eux. Donc on va le penser avec eux, qu'est-ce que vous voulez rajouter, qu'est-ce qui serait sympa, et clairement, on tend vers ça, clairement. Puis d'autant plus que, du coup, pour que ça marche, il faut peut-être créer une communauté d'abord, parce que... Ouais, c'est mieux ce à un. En termes d'interaction à un, le visiteur lambda qui arrive la première fois, il n'a pas forcément envie de tout de suite commencer à... Enfin, tu peux me dire, mais en fait, voilà, tout de suite commencer à construire il y a tout un process marketing en amont qui fait que avant de pouvoir t'abonner, tu prends conscience de là où tu es. C'est quoi le principe? Il y a toute une étape marketing qui fait que tu prends conscience que tu n'es pas là en train d'acheter un documentaire. Quelqu'un qui achète un documentaire quelque part, ça ne s'intéresse pas. Dans le prix, il y a 50% que tu achètes le documentaire et 50% c'est la participation. Quelqu'un qui vient juste acheter, on a une boutique à côté qui va se lancer dans quelques semaines, il va acheter le documentaire. Vas-y, achète, si tu veux, tu as le droit. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est des gens qui s'impliquent, qui participent. Donc ils sont au courant, avant même de devenir abonnés, de tout ce qui se passe derrière, que les gens ne voient pas dans le front du site. Donc il y a une préparation à ce qui t'attend. Il y a des questions? C'est plus une question pour Kevin et Jean-Noël. J'imagine que un des atouts d'être dans le local, voire l'hyper-local, c'est, tu disais tout à l'heure, Jean-Noël, que tu avais des propositions de sujets qui t'étaient envoyées par mail. Mais j'imagine que un des atouts d'être ancré sur un territoire bien délimité, c'est aussi les rencontres physiques avec les gens. Je voulais savoir la part, justement, dans les sujets qui te sont proposés ou les idées que tu peux avoir, parce que
tu as discuté, je sais pas, avec quelqu'un au café ou quelqu'un que tu connais et que tu as vu dans la rue, enfin bref. Et un peu pareil, la même question donc pour Kevin, c'est, je sais qu'entre autres, tu es entré en contact avec le BTS ici pour proposer aux étudiants de donner des, d'être une vitrine pour leur film. J'imagine que tu as fait la même chose avec d'autres écoles comme Ciné Créatis, puisque tu viens de là. Voilà, est-ce que vous pourriez parler un petit peu de ça? C'est-à-dire, tout le côté, il y a certes un site internet, c'est sur internet, mais j'imagine qu'il y a toute une partie de votre travail et du relationnel qui est clairement dans le rapport direct aux gens. Alors c'est vrai que je pense qu'on fonctionne comme tous les médias, c'est-à-dire qu'on reçoit des communiqués de presse sur des événements, sur des propositions de sujets. Après, c'est nous qui faisons un choix. On a décidé au départ d'avoir 5 reportages par semaine, donc forcément c'est limité. Mais je pense que la proportion, je ne pense pas me tromper en disant que c'est 50-50. C'est pas moi qui fais les sujets, c'est mon collègue, mais je vois les sujets passer. Mais ouais, 50-50, c'est entre on fait ça, j'ai fait ça, est-ce que ça vous intéresse? Et puis nous, en discutant effectivement avec des personnes, on fait la démarche nous-mêmes de les contacter pour faire un sujet. C'est assez équilibré. Au début, évidemment, c'était plus nous qui allions à la recherche de sujets, mais dès lors qu'ils ont compris qu'il suffit d'envoyer un mail pour être pris en considération et avoir la possibilité de faire un sujet, ils savent très bien que ce n'est pas systématique. Là, ils pensent vraiment à prendre le pli de nous envoyer des idées de sujets. Et puis en plus, le site est construit d'une manière telle qu'on les incite aussi à le faire, puisque sur la partie reportage, c'est proposer un sujet. Donc très clairement, on les incite à proposer des sujets. Parce qu'on ne peut pas tout savoir, on profite de ce qu'on appelle sur le web l'intelligence collective. Voilà. Et juste pour rebondir, c'est quoi la qualité des choses qu'on vous propose? Alors la qualité de contenu. Est-ce que du coup, ce qu'on vous propose, c'est intéressant? Alors on a forcément... Oui. Il y a une grosse partie où on fait partie de la liste de diffusion des communiqués de presse de tous les médias. Donc là, à mon avis, on risque sur ceci avec comme Téléthon, etc. Enfin, il y a un type de demande. Mais après, c'est plus il y a une partie aussi de gens qui nous proposent de contacter notre personne. Ça, c'est aussi intéressant, parce qu'ils savent qu'il a, dans sa vie, fait quelque chose d'incroyable, ou qu'il est passé quelque chose qui est assez incroyable. Enfin, ça nous est arrivé de faire des choses, des sujets, un collectionneur de porcelaine. Enfin, chez lui, c'était juste incroyable. Et quand on a défini le sujet, il a été contacté par d'autres collectionneurs en France, et ils sont rentrés en contact, et ils ont changé des objets de collection. À la base, le sujet, il est anodin, quoi. Je veux dire, pour faire un 3 minutes sur un mec qui collectionne des assiettes en porcelaine, justement, c'est ce que j'allais faire, pour que ce soit un sacré collectionneur, pour qu'il y ait un intérêt pour le téléspectateur. Bah voilà, mais ça, comment voulez-vous le soupçonner, quoi, à moins de rentrer chez lui? Et ça, on nous l'a, c'est celui-là qui fait ça, c'est sympa. Au premier abord, on se dit, non, on serait intéressé. Mais en fait, si. Ça intéresse non seulement les gens qui nous regardent, mais en plus, ça intéresse d'autres personnes qui sont ailleurs sur le territoire et qui sont entrés en contact. Ouais. Un collectionneur de fer à repasser, imaginez. Ouais. Et par contre, là, quand tu l'écoutes, t'as envie de te mettre à la passion. T'as envie de collectionner les fers à repasser, il est passionnant. Il connaît l'histoire par cœur des fers à repasser. Pourquoi pas? Moi, c'est ça que je trouvais intéressant du coup, pour rebondir, c'est justement ce projet hybride en fait, à la fois virtuel, à la fois réel, de mise en relation entre. Il y a un retour en concret. Ouais, voilà. Et du coup, moi, pour le coup, j'ai aussi l'idée de créer un festival, de mettre en place ça pour pouvoir se rencontrer, peut-être les professionnels et alors soit les étudiants ou les vidéastes amateurs. Voilà, c'est vraiment. Il faut rebondir là-dessus, quoi. Cette espèce de rencontre à la fois virtuelle, à la fois réelle. C'était clairement pour ça que je l'ai fait. Moi j'avais une question que j'ai déjà posée à un intervenant la semaine dernière qui présentait un tout autre projet. En fait je voulais savoir si lorsqu'on décidait de lancer soit une web TV ou alors pas vraiment télé locale parce que la décision est généralement moins d'une seule personne en fait. Donc c'est surtout une question pour Kalino qui lui est en train de se lancer. Est-ce qu'on réalise avant est-ce qu'on se pose des questions sur ce sur quoi on va atterrir? Est-ce qu'il y a, ce que je disais la semaine dernière, est-ce une étude de marché entre guillemets comme on pourrait appeler dans le commercial? Ben oui, forcément, parce que c'est
quoi qu'il arrive, c'est nécessaire, c'est un projet quel qu'il soit en fait. On a besoin de connaître les besoins, de savoir ce qui se fait, de savoir à qui on s'adresse. Donc oui, il y a une étude de marché, c'est pour ça que du coup je rebondissais sur Flip, je connaissais Pulseo, je connaissais tout ce qui se faisait en fait. Donc oui, et puis c'est aussi pour ça que moi j'ai parlé d'une niche en te parlant de fiction, parce que je sais que c'est justement ça qui... ça peut être une opportunité pour moi. Puisque moi je voulais dans l'absolu créer une web TV locale et participative. Après il a fallu définir quelle était la ligne éditoriale, et c'est sur ça qu'il faut effectivement faire des recherches avant. Parce que si je donne juste un autre cas peut-être, c'est que dans ton modèle économique, finalement, tu articules deux objets qui sont assez différents, mais complémentaires. Une partie plus tournée vers la communication, pour aller vite, qui est en fait rétribuée, elle, et qui permet de faire vivre l'ensemble. Et du coup, cette partie permet de donner une visibilité à des productions qui, effectivement, sont amenées gracieusement, mais qui, de toute façon, sinon, ne seraient jamais vues. Oui. Donc, ben oui, du coup, ça s'équilibre. Et puis, en même temps, si je veux aller voir des gens en leur disant, bon, bah, écoutez, vous pouvez, si vous voulez, montrer vos productions chez moi de fiction de quoi, on va me demander, bah oui, mais t'es bien gentil, toi, mais du coup, on va te faire de la pub. Sauf qu'en fait, on ne fait pas la même chose, on ne fait pas le même métier. Donc, si je vais voir des producteurs en leur disant, bah, je vous propose de montrer vos fictions chez moi, c'est un échange de bons procédés, quoi. Et puis, eux, ils n'ont rien à perdre, tout le monde y gagne, en fait, puisqu'on ne fait pas le même travail. Je reviens juste sur les interrogations sur les droits autrement. C'est par rapport justement à la diffusion de production. C'est un petit peu si on prend des productions d'étudiants ou d'écoles comme ça qui n'ont pas une finalité commerciale, on peut éventuellement envisager qu'elles soient diffusées gratuitement. Si on prend un producteur qui a mis de l'argent dans une production, son intérêt, c'est pas que ce soit diffusé gracieusement. Ouais. Y a des idées, du coup, là-dessus. C'est aussi possible de réfléchir à des diffusions payantes, justement pour ces produits pro. Ça existe déjà, quelque chose de mixte, sur une partie gratuite, une partie payante, ou un système d'abonnement, ou ce genre de choses. Et là où les chaînes nationales, tous les ans, dans leur budget, elles allouent une enveloppe de temps pour la création ou l'achat de programmes. Les locales, je parle de TV Vendée, mais je pense que c'est pareil pour les locales, on n'a pas les moyens d'avoir une enveloppe pour ce genre de programme. Donc au mieux, on arrive à trouver une fiction, on arrive à trouver éventuellement, non on l'a jamais fait, mais un annonceur devant. Mais nous, il faut que financièrement, au final, ça nous coûte zéro. Sinon, on peut pas se permettre. Est-ce que vous avez des questions encore? Vous avez envie d'aller travailler en local ou vous avez plus envie d'aller travailler en national? Là, comme ça... Oui, c'est national, en Chavant. Oui, non, mais c'est... Oui, tu voulais répondre? Tu voulais poser derrière. Non, je croyais qu'il y avait une question. Non, mais là, par exemple, on va presque tous en stage à Paris. Attends, je vais te... Non, Châteaubriand aussi. Est-ce qu'on peut vraiment choisir aussi? Non, mais enfin, j'ai pas grand chose à dire, mais par exemple, là, on va presque tous en stage à Paris. Pour la plupart, on a bien intégré ça. Ah bah vous venez en stage à la TV Vendée aussi, j'ai fait un tour dans le couloir tout à l'heure. Il y en a beaucoup qui passent par TV Vendée. Mais même en stage, c'est important de voir les deux. Enfin, vous avez l'opportunité de ça. Voyez le national, voyez le local. Après, vous pouvez commencer en local, c'est pas une hérésie non plus. C'est juste que professionnellement, effectivement, les contraintes du national sont plus formatrices, je pense, quand on sort de l'école, je crois. Oui. En tous les cas, je ne sais pas si vous connaissiez ou si vous avez soupçonné tout cet univers
derrière le web, derrière la télé vocale, avec ses opportunités, ses contraintes, ses évolutions. Il y a si des questions encore, sinon comme on s'approche de la fin, je commençais à conclure un petit peu. Non, à la limite, c'est juste une réaction en fait, parce que moi je ne veux pas faire je veux pas être dans la télé, mais je me mets quand même à la place de quelqu'un qui voudrait en faire. Je pense que c'est vraiment une question d'objectif, de savoir ce qu'on veut faire, parce que je pense que la télé nationale et la télé locale, les deux n'ont pas du tout les mêmes ambitions. Et c'est-à-dire que ça peut être très formateur, comme vous l'avez dit, c'est certain. Mais après, je sais que si moi j'allais en télé, ce serait pour faire quelque chose qui serait quand même plus humain, plus concret, qui ne serait pas juste du recyclage d'informations qu'on observe depuis des années. Donc forcément, je n'irais pas perdre du temps national. Je partirais directement en local pour m'éclater et faire des choses qui me plaisent. Et je verrai le reste, le national va me perdre de temps finalement. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on cherche. Après, si on cherche à payer 3 fois plus et à juste faire du plateau, etc., parce que bon, finalement, on ne s'intéresse pas trop à ce qui est diffusé, on a grandi à Paris, dans ces cas-là, c'est national. Mais pour moi, c'est deux choses complètement séparées. En fait. Mais faire de la pige à Paris, ça permet aussi de voir énormément de choses différentes. Ouais. C'est là que c'est formateur. Ouais. Après, c'est sûr que il y a un côté, il y a plus d'opportunités. C'est ça, il y a plus d'opportunités, plus de choses différentes. Ouais. Si vous restez en Vendée, vous risquez de tourner en rond plus vite. Quoi. Ouais. Merci. Voilà, donc vous savez sur quoi portera la prochaine interview écrite. Donc EURL, SARL, SAEN. En tous les cas, je pense que ce que vous avez, il me semble qu'on peut remercier Kevin, Jean-Noël et Jean-Frédéric, parce que être en local ou voire en hyper local, c'est surtout pas poussiéreux. C'est plein de contraintes, mais les contraintes, elles existent aussi ailleurs. C'est plein de contraintes, ça oblige sans doute à davantage d'inventivité. Je les ai vus les uns et les autres prendre des notes sur ce que vous ou eux entre eux disaient. Donc vous avez la primeur, vous avez entendu ce qu'ils ont dit, donc essayez d'aller voir de temps en temps sur Pulseo, sur Camino ou sur TV Vendée comment les idées qui ont été mises là sont reprises chez l'un ou chez l'autre. Peut-être que vous aurez des surprises. Et puis je pense que ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est de continuer à inventer. Ne cherchez pas à faire comme. Faites comme vous avez envie de faire.